Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Il n'y a plus mon portable. Retour en studio, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs de City FM. Nous sommes en studio avec notre invité, André Kagny-Afanou. Il est directeur exécutif du CACID. Bonjour André. Bonjour Junior, bonjour Olivier, bonjour Jacques. Alors André Kagny-Afanou, vous revenez d'une visite de Genève en Suisse. Vous avez servi pendant 2 semaines. Vous avez participé à plusieurs conférences, plusieurs rencontres internationales là-bas. Dites-nous brièvement ce qui s'est passé à Genève. Alors, merci et bonjour effectivement à nos compatriotes. Vous savez que dans le domaine des droits de l'homme, il y a plusieurs places qui sont importantes. En Afrique, nous avons la CEDEAO avec la Cour de la CEDEAO. Nous avons, ça c'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la Commission africaine des droits de l'homme à Banjul. Et Genève se trouve être une place assez importante dans la mesure où le Conseil des droits de l'homme et différents organes de traité y siègent en même temps que New York. Donc moi j'ai le privilège depuis bientôt 3 ans de travailler comme coordinateur du Centre pour les droits civils et politiques. C'est une ONG qui est basée à Genève. Donc je coordonne l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mon travail consiste essentiellement lorsque, au terme du pacte sur les droits civils et politiques, je précise en 2 minutes que dans le domaine des droits de l'homme, il y a un texte important qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après la Déclaration universelle, il y a 2 pactes, le pacte pour les droits civils et politiques et le pacte pour les droits économiques, sociaux et culturels. Donc moi je travaille sur le pacte sur les droits civils et politiques. Donc j'avais fait déjà une mission au Rwanda pour évaluer un peu la situation des droits civils et politiques. Et donc le gouvernement rwandais devait passer devant le comité des droits de l'homme, pardon. Et donc ce comité devait évaluer la mise en œuvre, par exemple, du droit à la liberté de manifestation, le droit de vote, un certain nombre de droits. Donc chaque fois qu'un gouvernement passe, moi mon rôle consiste essentiellement à travailler avec les organisations de la société civile. Donc j'ai formé les ONG rwandaises et nous avons élaboré un rapport alternatif que nous avons amené à Genève. Et donc les préoccupations essentielles qu'il y avait dans le cadre donc, de la mise en œuvre du pacte pour les droits civils et politiques, nous les avons fait ressortir. Et face aux membres du comité, le gouvernement rwandais lui aussi a apporté un certain nombre de clarifications. Et au final, les Nations Unies, donc, à travers le comité pour les droits de l'homme, va faire un certain nombre de suggestions à l'État rwandais pour que justement la mise en œuvre de ces droits-là soit plus effective. Donc il n'a pas été question du Togo à Genève? Non, disons que pour la mission à laquelle moi j'ai participé, il n'était pas question du Togo. Mais comme je vous le disais, sur la place de Genève, il y a beaucoup d'organisations qui sont actives, il y a beaucoup d'instances qui sont opérationnelles. Moi, j'étais au niveau du comité des droits de l'homme où on a parlé du pacte pour les droits civils et politiques. Mais au même moment, au niveau du conseil des droits de l'homme, il vous en souvient qu'il y a quelques semaines, effectivement, le Togo a été élu pour faire partie du conseil des droits de l'homme. Ce qu'il faut expliquer, c'est simplement que, comme il y a beaucoup d'instruments, au niveau universel, tous les États membres de l'ONU sont de facto membres du Conseil des droits de l'homme. Et donc, il y a une instance qui est élue à chaque fois pour un certain nombre d'examens. Par exemple, ce qu'on appelle l'examen périodique universel. Que vous ayez adhéré aux différents pactes ou pas, donc vous êtes automatiquement sujet aux analyses qui sont faites dans le cadre de l'examen périodique universel. Donc le Togo a le privilège, et je pense qu'il faut s'en réjouir, donc de faire partie du Conseil. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le Togo qui fait partie un peu de ces États-là, qui vont voir défiler devant eux les États dans le cadre de l'examen périodique universel. Et le Togo posera des questions à ces États-là, donc pour leur demander des explications. Et dans le cadre de l'examen périodique universel, il y a ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire 3 États qui sont choisis pour analyser spécialement la question d'un État. Et donc le Togo a des chances de faire partie de cette Troïka-là. Mais le Togo a la chance, mais il se fait qu'au Togo, on a arrêté tout récemment un défenseur des droits de l'homme et de commis. Ça, c'est un paradoxe. Non, vous savez, l'arrestation de notre confrère, effectivement, de notre collègue, c'est quelque chose que nous-mêmes nous avons déploré. Dans la mesure où, en réalité, ce qui est reproché au pasteur Edo, c'est simplement le fait que dans le cadre de l'exercice de son travail de défenseur, il s'est engagé en faveur d'une cause. C'est vrai que nous essayons, à travers un réseau que nous avons formé ces temps-ci, qui s'appelle le réseau Sentinelle, nous essayons de mettre sur pied un certain nombre de processus pour que le travail des défenseurs, de la même façon que cela se fait pour les journalistes, soit de façon plus professionnelle, soit de façon plus rigoureuse.
Mais en ce qui nous concerne, nous pensons effectivement que, nous l'avons d'ailleurs dit dans une déclaration que nous avons sortie, le pasteur Edo n'a pas sa place à la prison. Il défend un certain nombre de causes, il est engagé aux côtés des plus faibles, comme d'ailleurs tous les autres défenseurs. Et ce que nous demandons, c'est que notre État donne un signal plus positif que le signal qu'on voit à travers l'arrestation du pasteur Edo. Donc, on nous a dit qu'il y a outrage à magistrat. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une situation où nous prenons l'impunité pour les journalistes, pour les défenseurs des droits de l'homme. Mais nous disons que nous sommes dans un pays où, lorsque notre État veut être sévère envers les gens qui sont engagés, il l'est. Alors que dans un certain nombre de domaines, on voit beaucoup de laxisme de la part de l'État. Moi, chaque fois que j'ai la chance de parler, je suis étonné que dans notre pays, il y a eu des actes de torture. Les gens qui ont commis ces actes de torture-là sont connus à ce jour. Dans ce même cas, il y a eu un faux rapport. Ça s'appelle faux et usage de faux. Un rapport traficoté. Il y a un rapport traficoté. Et donc, jusqu'à ce jour, on n'a pas été capable de nous dire qui a traficoté le rapport. On n'a pas été capable de nous dire comment est-ce qu'on a sanctionné les auteurs des actes de torture. Mieux, il y a eu des actes de décès, notamment des bavures qui ont été commises où on a tiré sur nos compatriotes. Les gens n'ont pas été arrêtés dans ces cas. Et on nous parle d'une arrestation dans le cadre d'un outrage à magistrat. Je me dis, il y a 2 poids 2 mesures et forcément, ça ne met pas à l'aise. Chers confrères, des questions. Non, ce que moi je voudrais poser comme question à M. André, nous avons tous appris, le procureur a dit par rapport à l'arrestation de Edo Komi que c'est l'outrage à magistrat. Vous êtes un défenseur des droits de l'homme. En tant que noviste, nous voudrons que vous puissiez nous éclaircir un peu. Qu'est-ce qu'on appelle outrage à magistrat? Est-ce que c'est un secret qu'il a dû dévoiler par rapport à la poursuite? Ou bien qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'on parle aujourd'hui à outrage à magistrat? Oui, mais pour ajouter à cette question, puisque selon certains, on dit outrage à magistrature, selon certains, on dit outrage à magistrat. Le vrai terme, c'est outrage à magistrat. Non, mais les juges disent aujourd'hui, maintenant, dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'un magistrat porte plainte ou le corps de la magistrature lui-même peut porter plainte? Alors, moi, je vais parler en tant que défenseur, donc pas forcément en tant que spécialiste de la procédure judiciaire. Donc, il y a des nuances que je peux ne pas maîtriser. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans tout État organisé, il y a un certain nombre de fonctions qui sont protégées. De par la nature du travail que les auteurs, les détenteurs de ces fonctions-là sont censés mener. Ça veut dire que dans un État, le juge, de par sa définition, fait un travail où, en fait, il est au-dessus d'un certain nombre de considérations. Et il est normal qu'on demande que tous les compatriotes, tous les citoyens aient envers ce juge-là le minimum de respect. Yes. Et ça, donc, moi, je pense qu'il faut comprendre l'outrage à magistrat dans ce contexte-là. Le juge, certains disent que, voyez-vous, le juge, c'est l'un des seuls qui a un attribut décerné à Dieu. Juger les gens. Dire qui a bien fait et qui a mal fait. Et donc, il y a un certain nombre ils ont l'immunité, par exemple, dans le cadre de leur fonction. Ils sont aussi, il y a des juges, par exemple, qu'on ne peut pas muter sans leur accord. Donc, il y a un armada pour protéger les juges et pour montrer qu'on doit du respect à ce juge-là. Donc, n'importe quel citoyen, si vous permettez l'expression, ne peut pas se lever pour manquer de respect à ce juge. Dans l'exercice de ses fonctions. Bien, naturellement. Et donc, parce que manquer de respect à ce juge, ce serait manquer du respect à la fonction qu'il incarne. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que le législateur, dans presque tous les pays, a, au niveau de la législation pénale, prévu que lorsque vous manquez de respect à ce juge, eh bien, vous êtes coupable donc d'un outrage à ce magistrat-là. Et donc, sur ce point, je puis dire que, sans forcément défendre le pasteur Edo, je puis dire que, oui, on peut à un moment donné estimer que les gens étaient un peu trop violents dans leurs propos. Je parle du pasteur. Mais encore une fois, nous sommes dans un contexte global où il me semble que s'il faut respecter la loi, s'il faut être rigoureux avec l'application de la loi, mon problème, c'est que notre État n'a pas la même rigueur lorsque d'autres crimes encore plus importants sont commis. Donc, il y a un sentiment de 2 poids 2 mesures. Vous savez, dans un État de droit, même l'exécutif peut se tromper. Quand vous voyez dans les grandes démocraties, le président Barack Obama, par exemple, peut prendre une loi et à un moment donné, les magistrats vont demander qu'on ne respecte pas cette loi. En France, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que, dans les grandes démocraties en tout cas, ça veut dire que la fonction du juge est une fonction sacrée.
Le problème dans notre pays, c'est que cette justice est instrumentalisée quand on veut. Et cette justice donne l'impression qu'elle ne punit que les plus faibles. J'ai précisé tantôt que ce que nous on plaide en tant que défenseur dans le cas du pasteur Edo, c'est la clémence de la part de l'autorité. Justement, il a présenté ses excuses, mais à 2 reprises, le doyen des juges d'instruction a rejeté la demande de liberté provisoire demandée par ses avocats. Mais c'est surprenant quand même dans l'affaire d'outrage qu'on puisse être aussi rigoureux comme ça. C'est pas surprenant. Le problème, c'est que notre État n'est pas dans l'absolu un État qui est résolument engagé dans la promotion du droit, dans la promotion des droits de l'homme. Nous avons une justice à double vitesse. Il y a beaucoup de cas qui le montrent. Prenez l'affaire des incendies. On nous a dit dès le lendemain que ceux qui ont été identifiés comme présumés impliqués dans l'affaire des incendies ont été donc arrêtés. Alors que dans d'autres affaires, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons pas à demander à notre État d'identifier les coupables. Dans le cas des affaires, par exemple, des jeunes qui ont été tués à Mongo, on a arrêté des gens et j'ai été surpris de voir, par exemple, l'ancien ministre, président de l'Assemblée nationale, Nachaba, dire que, alors que les gens demandaient que ceux qui sont arrêtés soient libérés, le ministre Nachaba a dit non, que des fois la réconciliation passe par le droit à la justice. C'est très surprenant, parce que depuis 2005, nous autres défenseurs des droits de l'homme, au niveau du CACIT spécialement, nous demandons que ceux qui ont tué, ceux qui ont violé et ceux qui ont cassé des maisons en 2005 puissent répondre de leurs actes. Les victimes que nous avons encadrées jusqu'à aujourd'hui, ces victimes continuent de crier pour que réparation soit faite. Donc dans un cas, on trouve que la justice peut amener à la réconciliation et dans un autre cas, on fait un déni de justice. Donc il me semble que en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est révoltant de constater que notre État n'a pas la même célérité lorsqu'il faut apprécier les cas. Moi j'ai l'impression tout simplement qu'on s'est saisi d'une faute. Moi je pense quand même qu'on ne peut pas dans l'absolu dire que le pasteur Edo n'a pas commis de faute. Mais la sanction qui est donnée n'est pas proportionnelle au contexte dans lequel, de mon point de vue. Cher confrère. Donc, est-ce que, je reviens toujours, selon vous, vous avez bien fait de relever le fait que Edo Komi a présenté les excuses. Et selon vous, est-ce que l'État n'est pas en train de faire peut-être une publicité gratuite à Edo Komi? Parce que nous savons, effectivement, Edo Komi, c'est un défenseur des droits de l'homme. Mais souvent, quand Edo Komi, par exemple, invite les gens à sortir, il n'y a pas peu. Il y a peu de monde qui suit souvent ces appels. Selon vous, est-ce que ce n'est pas une publicité gratuite que l'État est en train de faire à Edo? Moi, je laisse notre État responsable de ce qu'il fait ou ne fait pas. Ce qui est sûr, c'est que quand vous visitez un peu l'histoire des défenseurs des droits de l'homme les plus grands dans le monde, beaucoup ont fait la prison. Et à chaque fois qu'ils sortent de la prison, effectivement, ils sont plus populaires que d'habitude. Je pense aussi que le pasteur Edo fait un travail que moi je trouve formidable. Parce que voilà un monsieur qui, contrairement peut-être à nous autres, nous au niveau du CACIT, je ne vous cache pas que nous avons un certain nombre de partenaires qui nous soutiennent dans le cadre des activités que nous faisons. Mais le pasteur Edo n'en a pas beaucoup. Mais vous le voyez sur plusieurs fronts. Ça, il faut le saluer. Parce que la veuve et l'orphelin ont besoin d'être défendus. C'est la même chose que nous faisons. Mais je dois reconnaître qu'il n'a pas forcément tous les moyens de sa politique. Et donc voilà quelqu'un qui s'engage et qui peut-être gêne. Et donc, malheureusement, comme dans les États qui ne veulent pas favoriser l'activité des défenseurs des droits de l'homme, on a trouvé un alibi pour justement le maintenir. Donc, moi, je pense que de façon générale, on en voulait peut-être au pasteur Edo depuis un moment. Et on cherchait effectivement la goutte d'eau qui ferait déborder un certain nombre de vases. Donc, pour vous, les vraies raisons, les vrais mobiles de l'arrestation du pasteur Edo sont à voir ailleurs? Non, je ne dirais pas que les vrais mobiles sont ailleurs. La raison pour laquelle il a été arrêté, c'est vraiment pour outrage à magistrat. Ça, c'est établi. Maintenant, peut-être que les gens lui en voulaient depuis. Moi, j'ai lu par exemple sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, que le magistrat qui serait en train de traiter cette affaire-là aurait eu, autant le pasteur Edo était au service du régime, vous savez que le pasteur Edo, autant le président Yadema était au côté du président Yadema, aurait eu, je crois, un différend avec le pasteur Edo. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas non plus effectivement aller sur le fond de cette affaire-là, mais je dis tout simplement que comme peut-être il gênait à différents niveaux, on a trouvé cette occasion-là, et peut-être que certains ne veulent pas lâcher cette occasion. Mais ce que nous disons, c'est que le Togo aujourd'hui, au niveau international, veut donner une certaine image.
notamment lorsque nous sommes au Conseil des droits de l'homme, notamment lorsque nous nous battons pour qu'au niveau du MCA, le Million Challenge Account des Américains, nous puissions être éligibles. Donc à partir de ce moment, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de l'investissement humain, et dans beaucoup de domaines, nous ne devons donner que des signaux positifs. Et il se fait que ce défenseur des droits de l'homme là, qui est en prison, ce n'est pas un signal positif que notre État donne. Je rappelle enfin que en novembre de cette année 2016, en novembre 2016, le Togo sera encore aux Nations Unies pour un examen dans le cadre de l'examen périodique universel. Et donc nous, je ne vous cache pas que dans le rapport que nous avons soumis, nous avons mentionné le cas du pasteur Edo, qui est défenseur des droits de l'homme et qui est arrêté. Donc ce n'est pas un plaisir pour nous de dire que la situation des droits de l'homme chez nous n'est pas bonne. Quand on en parle souvent, vous entendez des gens, je pense que c'est trop facile, dire qu'on est en train de salir l'État. Non, ça, pour moi, c'est un argument banal. Il faut élever le niveau du débat. Lorsque les choses sont bien faites, on dit que c'est bien fait. Par contre, lorsqu'il y a des aspects négatifs, il faut les souligner, non pas dans le but de nuire à qui que ce soit, mais dans le but justement de faire avancer la situation. Okay. Oui, mais j'aimerais savoir, cette infraction d'outrage à un magistrat, est-ce que ce n'est pas un sujet bateau comme on a l'habitude de le dire, parce que c'est où s'arrête cette infraction quand je constate qu'un magistrat ne fait pas bien son travail. Vous l'avez dit tout de suite qu'il y a des problèmes au niveau de la justice togolaise. Donc est-ce que quand je relève ça, est-ce pas facile pour un magistrat de me dire que je l'ai outragé alors que je suis en train de lui dire qu'il n'est pas en train de faire son travail, parce que le dossier dans lequel le pasteur est arrêté, c'est un dossier sérieux. C'est comme si quelqu'un à qui on accuse de meurtre est en liberté pendant que celui qui défend la famille donc est endeuillé, est mis en prison. Donc non. Cette affaire-là, comment vous appréciez cette infraction? Non, encore une fois, je vous avais dit, et je pense que c'est bien de l'affirmer, je ne suis pas spécialiste de la procédure judiciaire. Ok? Donc je ne veux pas donner l'impression d'expliquer quelque chose que je ne maîtrise pas toujours forcément. Mais je voudrais que nous fassions une nuance entre l'analyse d'un procès qui est fait, les tenants et les aboutissants, et le fond de l'affaire. Dans le cas d'espèce, si j'ai bien compris, le pasteur Edo avait dit qu'on a libéré quelqu'un qui ne devait pas l'être. C'est ça. Au même moment, moi... La justice dit que le vrai auteur est en prison. Voilà. Au même moment, moi j'ai lu d'autres éléments qui disaient qu'en réalité, il y a eu une enquête. Et c'est à l'issue de l'enquête qu'on a compris que quelqu'un qui serait au Nigeria a fait un aveu. Donc vous savez, dans le domaine de la procédure judiciaire, si par exemple, on a arrêté quelqu'un au premier abord, et qu'on découvre que cette personne n'est pas le vrai auteur, le vrai coupable si vous voulez, et que le magistrat, donc, en fonction de la rigueur qu'il doit appliquer, de la justice qu'il doit administrer, libère la personne, et que le pasteur Edo vient accuser ce magistrat-là, vous convenez que c'est une atteinte aussi à mais on l'a vu dans le cas des incendies de Lomé, l'autre là, le jeune, le Sénégalais, comment il s'appelle? Mohamed Loum. Mohamed Loum a dit devant les caméras que c'est lui qui a incendié les marchés. Et pourtant, on a gardé les Gérard Adja et Agbomé pendant longtemps. Non, je suis d'accord avec vous. De façon générale, souvenez-vous, j'ai dit que notre justice pose problème. Et la façon dont nos autorités font administrer la justice n'est pas la meilleure des façons. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, à partir de ce moment, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le pasteur Edo, mais qui a quelque chose à voir avec vous, les journalistes. Moi, j'ai eu l'année passée, en 2015, ma photo dans un journal 3 fois, où on nous a accusé, avec ma photo, on nous a accusé, le Cassite, d'avoir détourné de l'argent des victimes. Je vous assure, j'ai été révolté. Si j'avais un journal, moi aussi, ça aurait été très facile pour moi de mettre la photo de la personne qui m'accusait ainsi, et de dire que lui aussi, il était responsable de quelque chose. Si j'avais porté plainte contre ce monsieur, on va dire, c'est un défenseur des droits de l'homme qui porte plainte contre un journaliste. Mais j'ai été énervé. Et sur les réseaux sociaux, je vous dis, il n'y a pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, un de vos confrères a encore pris la responsabilité de dire que André Kani Afanou fait partie de ceux qui profanent de l'alternance au Togo. J'ai eu envie de demander, je ne sais pas, j'ai eu envie de demander à ce monsieur, pour qui je n'ai pas de respect, mais au nom de quoi il passe le temps à vilipender les gens? Est-ce qu'il a la preuve 30 secondes? Je le mets au défi sur votre plateau. Si quelqu'un peut prouver en 30 secondes que André Kani Afanou a une fois pris 1 franc d'un baron du régime, il n'a qu'à l'étaler demain dans son journal. Donc, voyez-vous, quand je suis victime de ce genre de choses, je suis révolté. Mais il se fait que dans un certain nombre de domaines, des gens portent des accusations qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas vraies. Donc, c'est pour vous dire que, encore une fois, je ne veux pas me contredire dans le cas du dossier
Edo Kwame. Edo Kwame fait un travail formidable en défendant la veuve et l'orphelin. Mais c'est possible qu'il y ait des écarts. Moi, je peux commettre des écarts de langage. Si je commets des écarts et que je demande pardon... Justement, il a demandé pardon. Oui, c'est pour ça. Le libérer. Laissez-moi aller au bout de ma logique. Si je commets des écarts et que je demande pardon, on doit me pardonner, on doit me libérer. C'est en cela que je suis moi aussi révolté contre notre État qui fait une justice à double vitesse. Et je suis de ceux qui pensent que notre État doit envoyer des signaux positifs. Et en maintenant Edo Kwame en prison aujourd'hui, comme on a maintenu Pascal Bodiona hier, comme on maintient Patrick Yassingbe et les autres aujourd'hui, mais notre État donne un signal négatif, très négatif, en matière de défense des droits de l'homme. Et moi je pense que s'il continue comme ça, un certain nombre de points qu'il a au niveau justement du droit à la justice, il va les perdre. Mais je laisse les responsables de notre État face à leurs responsabilités. Avant de terminer, on a vu le CACIT que vous dirigez a mené tout récemment une campagne contre la torture au Togo. Il était tout récemment à Tapamé. Que s'est-il passé justement, brièvement, vous le savoir? Non, en réalité, nous avons eu la chance d'avoir un de nos partenaires, l'Organisation mondiale contre la torture, qui est basée à Genève, donc qui est arrivé ici. Nous sommes ensemble en train de mener des activités pour favoriser l'appropriation des instruments de lutte contre la torture par les forces de l'ordre, par les acteurs de la société civile. Et donc nous avons fait cette mission-là à Tapamé et à Lomé. Nous avons visité les prisons. Ça rentre un peu dans le cadre de nos activités normales. Nous l'avons fait avec nos collègues de la CAT au Togo. Et donc l'idée, c'est de nous assurer que ce qui est contenu dans les dispositions du Code pénal et de la Convention contre la torture est respecté sur le terrain. Nous avons d'ailleurs un rapport que nous porterons à la connaissance de l'opinion dès que possible. L'émission tire vers sa fin, c'est pas si des confrères. Non, je voudrais juste dire à André par rapport au PIC, il est important. Vous savez, quand vous êtes une personnalité qu'on connaît, on cite votre nom tous les jours, il faut accepter qu'on vous envoie souvent ces flèches et ça fait grandir. Hein. Donc il faut prendre ça sportivement. Les journalistes sont comme ça, ce n'est pas seulement au Togo que vous pourrez rencontrer ce genre de choses. L'important dans les écrits et sur les attaques personnelles, c'est la conscience. C'est la conscience personnelle, c'est la conscience d'un homme. Tout compte fait, si on écrit sur vous, votre âme et conscience, vous savez que vous n'y êtes pas, c'est pas la peine de pouvoir se fâcher. L'avenir même saura déterminer ce que vous êtes et par rapport à ce que l'autre écrit. Rapidement, votre mot de fin. Non, je crois que j'accepte volontiers ce que Jacques... D'ailleurs, si on n'avait pas cette façon de voir les choses, je vous assure que ça fait longtemps qu'on rentrerait dans ce que certains appelleraient des actes inutiles. Non, je pense simplement que notre État, depuis 1990, a choisi la démocratie. Mais chaque corps de métier doit savoir que le devoir va avec la responsabilité. Vous avez un droit, vous l'exercez, mais vous avez la responsabilité. Il n'y a pas d'affirmation gratuite à faire si vous n'en avez pas les preuves. Donc moi, j'en appelle à ce que ceux qui estiment qu'ils ont des jugements de valeur à porter sur notre travail, ils n'ont qu'à le faire. Mais s'il y a des accusations précises d'avoir détourné tel, d'avoir fait tel, s'il vous plaît, ne le faites pas sans preuve. Autrement, l'action crée la réaction. Nous, on ne réagit peut-être pas, mais chacun, en fonction de ce qu'il a semé, récoltera un jour. Donc moi, je ne fais pas de menaces, mais c'est une loi naturelle que lorsque vous faites quelque chose de bien, le bien vous revient. Et lorsque vous faites quelque chose de mal, le mal vous revient. Je souhaite la paix à ces gens-là qui nous vilipendent sur cette question précise. Et je peux rassurer Jacques que, bon, on avance quoi. Si on n'avait pas cette énergie-là, on n'avancerait pas. Mesdames, Messieurs, Talk de ce lundi 28 mars s'achève ainsi. On était en studio ce matin avec Jacques Diakouti, le confrère Jacques Diakouti. Merci Jacques d'être passé. Merci Julien. Olivier Adja, il est le directeur de l'agence de presse Afripresse et aussi le directeur de publication du bi-hebdomadaire, c'est ça, non, du bimensuel Harakiri. Merci d'être là. C'est tout un plaisir. Et merci aussi à notre grand ami André Kanya Fanou, il est dans la communication aussi, mais il est directeur exécutif de l'ONG CACIT. Mesdames, Messieurs, merci d'être câblés sur LCF et aussi sur les antennes de City FM. Talk s'achève ainsi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et surtout, bon lundi de Pâques. Wow.